m'appartient, comme il vient de le souligner, de poursuivre son récit de ces rapports entre ces deux États au XVIIe et au XVIIIe siècle. Je le ferai en 3 temps, m'intéressant d'abord aux nouveaux rapports de force au XVIIe et au XVIIIe siècle entre la France et l'Empire ottoman, en posant ensuite la question d'une prépondérance française en Méditerranée orientale durant cette période, et en revenant enfin, dans un dernier moment, sur les enjeux politiques de l'alliance franco-ottomane. Ces gens-ci sont nos mortels ennemis et nous portent à tous une grande haine. Maintenant que j'entends un peu de turc, je suis forcé d'ouïr, sans en faire semblant, beaucoup de paroles fâcheuses, car les Turcs ne nous voient pas sans nous injurier entre les dents. Ils nous caressent de paroles, mais à peine sommes-nous tournés qu'ils commencent à jeter des brocards. Ce jugement sévère de Harlay de Sancy, que l'on pourrait trouver paradoxal dans la bouche d'un ambassadeur du roi de France à Constantinople, est adressé en février 1613 au marquis de Puisieux, secrétaire d'État des Affaires étrangères. Sancy y souligne implicitement à quel point, au cœur de la relation franco-ottomane, en dépit des liens nombreux, politiques ou commerciaux, qui ont pu se nouer d'une rive à l'autre de la Méditerranée, l'altérité culturelle, religieuse, reste indépassable. Il demeure entre les deux mondes, les deux États, les deux souverains, qui se sont rapprochés depuis près d'un siècle, une différence qui n'empêche plus les ententes, les échanges, les alliances, mais qui continue pourtant, dans le même temps, d'imprégner les perceptions, les postures, les actions. Sancy donne aussi le ton, dans ses propos, d'un siècle ambigu, le XVIIe siècle français, dans lequel certains historiens ont cru voir s'esquisser un retour à une sorte d'esprit de croisade, tandis que d'autres n'ont pas hésité à prêter au roi très chrétien l'ambition de partir à la conquête de l'Orient pour abattre les Turcs et délivrer Constantinople. Il est vrai qu'en ces premières années du XVIIe siècle, les tensions sont perceptibles entre les deux anciens alliés et qu'elles vont se prolonger durablement dans les décennies suivantes. La mort d'Henri IV en 1610 a provoqué un revirement dans la politique étrangère de la France. La régente Marie de Médicis se rapproche de l'Espagne et négocie avec Philippe III un double mariage entre Louis XIII et l'infante Anne d'Autriche d'une part, et d'autre part Élisabeth de France et Philippe, prince des Asturies, le futur Philippe IV. Si cette réconciliation avec l'Espagne rend sans doute dans les plans de la cour les relations entretenues avec les Turcs moins précieuses et moins cruciales qu'elles pouvaient l'être par le passé, dans le même temps, les projets de mariage, colportés en levant par les rivaux anglais et hollandais de la France, inquiètent les autorités ottomanes. Sancy est obligé de se justifier en mai 1612 devant le Kaymakam de Constantinople, promettant, je cite, que la nouvelle alliance d'Espagne ne ferait rompre ni affaiblirait celle de cette porte à laquelle son ancienneté avait donné tant de poids qu'elle ne pouvait être ébranlée. Mais il note encore, un mois plus tard, que les alliances de France et d'Espagne ne plaisent pas à cette porte, assurant n'oublier de sa part aucun moyen de leur en ôter tout soupçon. Ce refroidissement est émaillé de crispations et de crises dont Sancy lui-même est un des tout premiers à faire les frais. En 1617, après l'évasion d'un détenu des 7 Tours, le prince Samuel Korecki, et la découverte des liaisons que celui-ci entretenait avec l'entourage de l'ambassadeur, des dispositions vigoureuses sont prises par les Ottomans à son égard. Ses secrétaires et ses droguements sont d'abord enfermés, puis Sancy est mis à son tour aux arrêts, je cite, dans la maison d'un des officiers de cette porte. Sa détention est de courte durée, et l'ambassadeur est libéré peu après. Mais l'incident n'en laisse pas moins des traces. On envisage même à la cour, comme le révèle un mémoire de 1618, une rupture des relations diplomatiques, je cite, « la dignité de sa majesté ne pouvant permettre de tenir à la porte de sa hautesse un ambassadeur sujet à recevoir tel mauvais traitement ». À l'exemple de Sancy, d'autres représentants du roi sont encore bousculés, molestés, violentés au cours du XVIIe siècle. Déjà affecté par la pendaison de son droguement, Balthazar Motto, en décembre 1633, le comte de Marcheville subit l'humiliation, au début de mai 1634, d'être renvoyé de force sur ordre du sultan dans un navire à destination de la France.
On ne lui donna tant, raconte le secrétaire de l'ambassade, que de faire embarquer quelques meubles, quelques vivres et quelques pages et valets de chambre. Le cas de Jean de La Haye complète la galerie des ambassadeurs maltraités. En 1658, son fils Denis est emprisonné à Andrinople durant plusieurs mois et il est lui-même assigné à résidence sous bonne garde. Ces affaires sont autant de jalons dans le cours d'une relation, certes étroite, mais néanmoins tumultueuse, qui n'exclut pas le recours à la force. Faute de pouvoir obtenir par la négociation la réparation des déprédations commises par les corsaires d'Alger, de Tunis ou de Tripoli, pourtant sujets ottomans, les Français se lancent aussi dans des opérations maritimes qui combinent police des mers et actions de répression, tandis que la Porte laisse faire. Dès 1608, Henri IV confie à Philippe de Beaulieu-Persac une petite escadre qui s'illustre l'année suivante, en 1609, par la destruction d'une grande partie de la flotte tunisienne dans le port de la Goulette. L'histoire des relations entre la France et les régences se déploie en parallèle de l'histoire des relations franco-ottomanes, tout en lui étant étroitement subordonnée. Elle est marquée par une longue série de traités sans lendemain et d'interventions militaires qui s'intensifient à partir des années 1660. Colbert, qui souhaite garantir une plus grande sécurité aux négociants français, déploie, le long des côtes du Maghreb, les escadres du roi qui multiplient les prises et les raids. Un débarquement est même tenté à Djidjeli en 1664, mais il se solde par une déroute. Cette guerre larvée culmine dans les années 1680. Le 23 juillet 1681, 6 navires français commandés par Abraham Duquesne font feu sur la rade de Kio, en mer Égée, pour y détruire quelques vaisseaux tripolitains qui s'y sont réfugiés. La France fait encore la démonstration de sa puissance navale devant Alger, qu'elle bombarde en 1682, 1683 et 1688, ou encore devant Tripoli, attaquée à son tour en 1685. Les opérations dirigées contre les barbaresques ouvrent incontestablement la voie à des entreprises de plus grande envergure, qui sont organisées au cœur du XVIIe siècle et visent désormais l'Empire ottoman lui-même. Dans les années 1640-1670, à 4 reprises, les troupes royales interviennent aux côtés des ennemis de la Porte, qu'il s'agisse de Venise ou de l'empereur, pour soutenir leur effort de guerre contre les Turcs. Ces secours sont d'abord modestes. En 1646, Mazarin favorise le rassemblement d'une petite escadre d'une dizaine de vaisseaux placés sous le commandement d'un chevalier de Malte, le commandeur François de Nuchez, avant de l'envoyer en Levant pour y défendre la Crète, attaquée depuis un an par les forces du sultan Ibrahim Ier. Mais dans les années 1660, ces interventions prennent la forme de véritables corps expéditionnaires. Près de 4000 hommes, sur une dizaine de vaisseaux, partent ainsi en 1660 pour aller appuyer les Vénitiens en Méditerranée orientale. En 1669, lors de la grande expédition du duc de Beaufort pour secourir Candie, on ne compte pas moins de 25 vaisseaux et brûlots, 16 galères et galiotes, un total de 1000 bouches à feu, 11 000 marins et un peu plus de 7200 soldats. Sur terre, c'est enfin un contingent français de 2000 cavaliers et de 4000 fantassins qui se joint en 1664 aux troupes de la Ligue du Rhin et participe à la campagne de Hongrie contre les Ottomans. Ces déploiements répétés, qui ne durent pas plus d'une campagne ou deux, n'ont pas toujours conduit à d'éclatants succès. Si en 1664, le comte de Coligny-Châtillon et les troupes françaises jouent un rôle important dans la victoire de Saint-Gothard, en 1669, Beaufort et les régiments du roi ne parviennent pas à empêcher la chute de la dernière place vénitienne qui résistait encore en Crète. Dans tous les cas, cependant, ces expéditions lointaines, décidées par la monarchie, comme les attaques toujours plus fermes dirigées contre les barbaresques, sont le signe de profonds changements. Il faut cependant se garder, à mon avis, d'y voir un revirement de la politique orientale de la France. En dépit de la mobilisation militaire qu'elles impliquent, ces initiatives n'indiquent pas une volonté de rupture avec la Porte. Dans la mesure du possible, des précautions sont prises pour éviter un casus belli avec les Ottomans. Comme l'explique Hugues de Lionne, le secrétaire d'État des Affaires étrangères, au cardinal Rospigliosi, la campagne de 1669
doit ainsi s'effectuer, je cite, sous le nom du pape et sous l'étendard de l'Église, qui est le crucifix, car cela permettra, entre autres choses, je cite encore, d'ôter autant qu'il se pourra le prétexte aux Turcs de prendre occasion de ce secours pour ruiner le commerce que ces sujets font en levant. En revanche, il est bien vrai que ces entreprises belliqueuses révèlent une évolution des rapports de force entre les deux alliés. Grâce aux efforts de Colbert et de ses successeurs, la monarchie française dispose désormais d'une flotte de guerre nombreuse et efficace qui lui permet d'intervenir en Méditerranée et contribue à déplacer en sa faveur l'équilibre entre les deux puissances. Si l'alliance turque n'est finalement jamais remise en cause au cours du XVIIe siècle, les relations entre la France et l'Empire ottoman n'excluent pas donc, à l'occasion, une sorte de stratégie de la tension, qui peut désormais s'appuyer sur les moyens militaires nouveaux dont dispose le royaume. Dès 1624, un ambassadeur du roi, le comte de Césy, estime, je cite, que le seul moyen de se conserver à cette porte avec réputation, obtenir ce qu'on voudrait et empêcher les dommages et les désordres, serait d'envoyer aux Dardanelles 5 ou 6 gros galions ou davantage afin de bloquer Constantinople et réduire ces gens-ci à me venir parler et à reconnaître le mal qu'on leur peut faire. Comme en écho à ces propos, quoique sur un ton un peu plus diplomatique, Gabriel de Guillerague considère en février 1680, je cite encore, qu'il est certain que la vue des gros vaisseaux, avec une conduite un peu accommodée aux coutumes du pays, donnera de grandes idées des forces maritimes de Sa Majesté. Cette manière de se faire craindre ne blesserait point l'orgueil affecté des Turcs et les obligerait, sans les outrager, à des réflexions dont les suites seraient avantageuses. L'incident de Kio, que j'ai déjà évoqué, tout comme les bombardements répétés d'Alger et de Tripoli, trouvent finalement tout à fait leur place dans cette logique nouvelle. Il faut aussi relier à cet usage diplomatique de la force navale, politique de la canonnière avant l'heure, la campagne d'exploration très poussée des rivages ottomans, des défenses des Dardanelles et de la capitale ottomane que le contrôleur des galères Gravier d'Ortière effectue dans les années 1685-1689 pour le compte du roi. De fait, le cours des relations franco-ottomanes se caractérise désormais par une plus grande fermeté et de plus grandes exigences. Les négociations pour le renouvellement des capitulations françaises, sans cesse recommencées par les ambassadeurs qui se succèdent à la porte, témoignent de ces tensions. Elles achoppent sur les privilèges et les concessions inédites que les Français souhaitent y introduire dans une sorte de compétition et de surenchère avec les autres nations occidentales établies dans le Levant. Après le renouvellement obtenu par Savary de Brève en 1604, il faut en effet attendre 1673 pour que la Porte y consente à nouveau en satisfaisant une partie des demandes françaises. Dans ces derniers moments, la négociation se mue en véritable duel entre l'ambassadeur du roi, le marquis de Nointel, et le grand vizir, Kara Mustapha Pacha. Je me retirai, raconte Nointel à l'issue de l'une de ces audiences, en regardant fixement et avec gravité ce ministre superbe, en lui faisant pour tout salut une inclination de tête imperceptible et si peu considérable que c'était quasi ne le pas saluer. Néanmoins, soit qu'il crût que j'en ferais davantage en me voyant commencer, ou autrement, il me salua sans bouger toutefois de son siège. Ces attitudes, ces postures qui caractérisent le rituel diplomatique ne sont pas anodines. Elles révèlent les tensions et soulignent les crises. Elles trahissent aussi les ambitions. Les rois de France, qui réclament à partir du XVIIe siècle qu'on leur donne à la porte du padisha, se posent en égaux des sultans. Ils revendiquent dans les cérémonies une prééminence sur les autres nations. Et les prétentions de leurs ambassadeurs débouchent parfois sur des incidents diplomatiques. La querelle du sofa, qui empoisonne l'ambassade de Guillerague, et l'affaire de l'épée du marquis de Ferriol, qui survient à la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles, sont autant de signes d'une aspiration à la prépondérance qui engage tout à la fois la relation franco-ottomane et les rivalités occidentales en Méditerranée orientale. À partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, les instructions remises avant leur départ, et Gilles Weinstein y faisait allusion tout à l'heure
aux ambassadeurs que le roi destine au poste de Constantinople, évoquent toutes avec emphase la relation qui unit la France et l'Empire ottoman. Cette rhétorique se répète d'un texte à l'autre, sans véritable modification. Elles exaltent d'abord l'antériorité du lien établi entre les sultans et les rois très chrétiens, sur tous les autres rapports instaurés par la suite entre la Porte et les puissances occidentales. Les souverains français y sont présentés comme les plus anciens alliés des fils d'Osman, et les capitulations concédées par Soliman à François Ier en 1536, dont on sait qu'elles n'ont jamais existé, comme la matrice de toutes les capitulations. Les instructions insistent aussi sur la continuité de l'alliance turque. Sa Majesté ne doute point, peut-on lire par exemple dans le mémoire remis par Louis XIII à Jean de La Haye en 1639, que Sa Hautesse ait pour elle la même amitié que ses prédécesseurs ont témoigné aux empereurs devanciers de Sa Majesté, et qu'elle ne soit bien aise de l'entretenir toujours. Elle souligne enfin la proximité, l'étroite connivence qui s'est instaurée entre les deux dynasties. Comme Sa Hautesse n'a point de plus grand et de plus parfait ami que l'empereur de France, est-il ainsi écrit dans les instructions remises à Denis de La Haye en 1665, aussi n'y a-t-il point de prince au monde qui souhaite plus que Sa Majesté lui faire connaître quelle est son affection vers sa personne et son empire. On sait bien entendu le cas que l'on peut faire de ces affirmations d'un point de vue historique, et Gilles Weinstein a parlé à leur propos dans une belle formule de l'invention d'une tradition. Il n'en demeure pas moins que le lien privilégié, qui semble ainsi établi, sert de fondement à la revendication par les Français d'une primauté dans la compétition que se livrent les puissances occidentales en Méditerranée orientale. La France continue d'y déployer sa présence, et celle-ci se structure autour de l'ambassade de Constantinople, qui se stabilise au XVIIe et XVIIIe siècle. Contrairement à la période précédente, les vacances du poste sont rares et généralement brèves. Les ambassadeurs de plein titre s'y succèdent désormais régulièrement, et l'on ne voit plus, sauf cas exceptionnels, ces envoyés, chargés d'affaires et autres résidents qui pouvaient autrefois occuper le poste durant de longues périodes. C'est à la fois le signe de l'importance acquise par l'ambassade de Constantinople dans le dispositif diplomatique de la France, une importance continue, justifiée par les affaires qui s'y traitent, mais aussi, en quelque sorte, à travers cette réduction du poste de Constantinople à une sorte de modèle commun des ambassades entretenues par la monarchie dans les grandes cours européennes, le reflet d'une progressive intégration de la Porte dans les jeux d'équilibre qui s'organisent entre les puissances à l'échelle européenne. Les personnalités choisies pour occuper ces fonctions sont souvent de grande qualité, notamment au XVIIIe siècle, et les Désaleurs, père et fils, Vergennes ou Choiseul-Gouffier, pour ne citer que certains d'entre eux, ont imprimé leur marque aux relations franco-ottomanes. Le poste lui-même s'enracine et se dote d'instruments nouveaux qui permettent une action plus efficace. En achetant, à l'orée du XVIIe siècle, un terrain sur lequel il fait bâtir une résidence, Savary de Brève donne à l'ambassade une visibilité nouvelle et pérenne sur la colline de Péra. Constamment modifié, remanié, reconstruit par ses occupants successifs, le palais de France, orné des armes du roi, devient un marqueur symbolique et politique dans le paysage urbain de la capitale ottomane. S'il est d'usage pour un ambassadeur de se plaindre de ses conditions de vie matérielles, et si quelques-uns laissent dans leur sillage des dettes imposantes, la monarchie s'efforce aussi de trouver des financements nouveaux pour le poste. Aux émoluments que le roi verse à ses ambassadeurs, et qui sont parmi les plus élevés dans l'échelle des ambassades, vient s'ajouter au XVIIe siècle une contribution du commerce, qui est d'abord prélevée sous la forme d'un droit. Je prendrai bien un petit peu d'eau ici. Oui. Aux émoluments que le roi verse à ses ambassadeurs, et qui sont parmi les plus élevés dans l'échelle des ambassades, vient s'ajouter au XVIIe siècle une contribution du commerce, qui est d'abord prélevée sous la forme d'un droit sur le négoce, avant de devenir une somme forfaitaire versée annuellement par la Chambre de commerce de Marseille. Enfin, soucieux de procurer aux ambassadeurs du roi des interprètes à la fois fidèles et de qualité, Colbert et ses successeurs s'efforcent de donner un véritable statut aux droguements, tout en veillant à leur formation, à travers le système des jeunes de langue. La présence française en Méditerranée orientale
passe aussi par l'expansion des réseaux consulaires de la monarchie. Au XVIIe et XVIIIe siècle, de nouveaux postes continuent de se créer. D'autres se dédoublent, se divisent, se morcellent. Une toile toujours plus étendue et toujours plus dense et hiérarchisée de consulats se met en place sur le pourtour méditerranéen, dans les échelles du Levant et de Barbarie. Cette diffusion progressive s'est accompagnée d'une profonde évolution de la fonction consulaire. Les consuls de la première modernité étaient des sortes d'entrepreneurs, souvent issus du monde du négoce, à qui il appartenait de faire exister dans les faits les charges qu'ils obtenaient à la cour. À partir du milieu du XVIIe siècle, ils deviennent de véritables agents de la monarchie. Leur statut change, d'abord officiers propriétaires de leur consulat. Ils se muent par la volonté royale en commissaires, nommés par le souverain pour une durée de 3 ans, et renouvelables et révocables par lui. Leur rôle, leurs fonctions, sont précisés par des textes cruciaux. La grande ordonnance sur la marine de 1681, dont le titre 9 leur est consacré, ou l'ordonnance sur les consulats du 3 mars 1781, qui fixe la hiérarchie des postes entre consulats généraux, consulats et vice-consulats. L'unité de l'ensemble est assurée par la correspondance étroite que les consuls entretiennent non seulement avec leur administration de tutelle, mais encore avec l'ambassadeur en poste à Constantinople, par l'abondante production réglementaire des bureaux du secrétariat d'État de la Marine, par des tournées d'inspection et de contrôle qui favorisent une uniformisation des pratiques et préviennent les éventuels abus. Dès la fin du XVIIe siècle, et plus encore au XVIIIe, on voit aussi s'affirmer une carrière consulaire qui conduit à l'émergence d'un personnel caractérisé par une certaine spécialisation. Une petite élite se dégage, elle est à la fois administrative et sociale, car l'endogamie et la reproduction sociale favorisent l'affirmation, au sein de ce petit monde, de véritables dynasties consulaires. Ce dispositif de la France en Orient, qui articule l'ambassade de Constantinople et les implantations consulaires réparties sur le pourtour du bassin méditerranéen, sert de support et de soutien aux prétentions de la monarchie. Celle-ci s'affirme dans tous les domaines. Impliquée dès le XVIe siècle dans la protection des chrétiens, qui se conçoit d'abord comme une intercession auprès des autorités ottomanes en faveur des sanctuaires latins des lieux saints, des pèlerins qui les fréquentent, des petites communautés catholiques du Levant et de leur clergé, les représentants du roi deviennent à partir du XVIIe siècle les défenseurs actifs du patronage exclusif que les souverains très chrétiens s'efforcent d'étendre sur eux. Dans un discours sur l'alliance qu'a le roi avec le grand seigneur, publié après son retour en France, Savary de Brève souligne, je cite, que tout l'état du Turc est rempli de chrétiens, lesquels tous subsistent par le seul nom français et se maintiennent avec cette protection. Le roi est ainsi présenté, je cite encore, comme le protecteur de tant de peuples qui n'ont ni repos ni sûreté que sous l'autorité de son nom. Au nom de ces principes, ses successeurs s'immiscent dans les nominations aux petits évêchés latins de l'archipel et tentent d'y favoriser leurs candidats. Dans une étroite liaison avec la congrégation romaine des Propaganda Fide, instituée en 1622, les ambassadeurs favorisent l'installation et le déploiement dans le Levant de nouveaux ordres missionnaires, comme les jésuites, les capucins ou les carmes des Chauds. Des liens durables s'instaurent avec ces religieux et leurs fidèles, qui deviennent autant de relais de l'influence française au détriment de celle de ses rivaux. S'adressant au Sénat de la République de Venise, le bel Alvis Contarini se désole ouvertement en 1641 de ce que ces missionnaires, je cite, suscitent l'affection des peuples envers leur nation grâce à leur œuvre pastorale, ce que ne font pas les pères de votre sérénité. Ces réseaux se transforment au XVIIIe siècle en véritable clientèle, avec le développement du statut des protégés. Mais cette aspiration au patronage se heurte à des obstacles. Les Français doivent compter avec la résistance des Vénitiens, puis avec l'apparition de nouveaux acteurs de la protection, les impériaux à la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles, les Russes dans la période suivante. Ils doivent aussi faire face aux réticences des petites communautés de fidèles et de leurs pasteurs, soucieux de ne pas se lier à une seule puissance, ce qui les priverait de l'intercession des autres. À cet égard, l'échec que la France connaît dans les lieux saints est révélateur. À 3 reprises, en 1624, en 1699-1700, en 1713, la monarchie s'efforce sans succès d'installer un consul à Jérusalem. Ce projet, qui devait manifester l'autorité exercée par le roi de France et consacrer
son rôle de protecteur, achoppe sur la mauvaise grâce des pères de Terre Sainte, sur l'opposition opiniâtre des Vénitiens, sur la méfiance des autorités ottomanes. Les puissances occidentales s'opposent aussi sur le terrain du commerce. Et je vais le passer ici, puisque les questions commerciales seront abordées après ma communication. On le voit, l'essor de la présence française dans l'Empire ottoman, le développement du commerce, la revendication clairement affichée d'une prépondérance du roi en Méditerranée orientale, provoquent, dans la durée, une évolution des enjeux de l'alliance turque et des priorités de la monarchie. Les considérations stratégiques perdent progressivement en acuité. Le rapprochement franco-ottoman avait été motivé au XVIe siècle, comme Gilles Weinstein l'a rappelé, par la nécessité de s'opposer à la puissance des Habsbourg, et il s'était concrétisé dans un premier temps par des opérations conjointes en Méditerranée. Au XVIIe siècle, cette collaboration militaire, maritime et méditerranéenne, cède la place à une alliance de revers, continentale et orientale, qui reste souvent plus dissuasive qu'effective. Ainsi, après l'entrée de la France dans la guerre de 30 ans, en 1635, Louis XIII a beau faire représenter au sultan, je cite, que c'est un grand avantage à sa hautesse pour tout ce qu'elle voudrait entreprendre en la chrétienté contre la maison d'Autriche, perpétuellement ennemie de la porte, que d'avoir l'empereur de France, le roi d'Angleterre, la République de Venise et messieurs les États pour alliés. Les Ottomans ne bougent pas, du moins jusqu'à l'attaque de la Crète vénitienne par les troupes d'Ibrahim en 1645, ce qui n'est pas pour satisfaire la France. Les circonstances de l'alliance de revers semblent en revanche plus favorables dans les années 1680. Louis XIV, qui s'est lancé à l'ouest dans la politique des réunions, suscitant un véritable émoi à travers tout l'Empire, laisse entendre en 1681 à son ambassadeur à la porte, Gabriel de Guillerague, que, je cite, « la résolution que le grand seigneur prendrait contre la Hongrie pourrait fort contribuer à maintenir la paix dans toute l'Allemagne, ou au moins empêcher l'empereur d'employer toutes ses troupes vers le Rhin. » Il n'en faut pas plus pour que Guillerague se mette à solliciter discrètement une intervention ottomane. Or, cette fois-ci, les attentes françaises correspondent aux visées belliqueuses du grand vizir Kara Mustafa Pacha, et les Turcs marchent sur Vienne en 1683. On sait que cette attaque spectaculaire se mue bientôt en déroute, mais en dépit des défaites successives enregistrées par ses alliés, Louis XIV continue dans les années suivantes à attiser leurs ailes militaires. Il lui importe surtout d'être bien certain qu'ils vont poursuivre le combat, alors que la France elle-même est entraînée dans la guerre de la Ligue d'Augsbourg à partir de 1689. Vous ne pouvez rien faire aussi qui puisse davantage contribuer au rétablissement de la chrétienté que de susciter de nouvelles affaires à la maison d'Autriche en Hongrie, qui l'empêche d'employer ses forces vers le Rhin, écrit Louis XIV en juin de cette année-là au marquis de Châteauneuf, qui le représente à la porte. Dans ces années 1680, l'alliance de revers, cette diversion espérée, voulue en Orient, prend donc tout son sens. Les Français ne parviennent pas, en revanche, à la faire rejouer au moment de la guerre de succession d'Espagne. Louis XIV souligne en mai 1703 que jamais les circonstances n'ont été plus favorables pour une attaque des Turcs en Hongrie, alors que l'envoi de ses troupes en Italie a conduit l'empereur à dégarnir ce royaume. Mais cela fait 4 ans à peine, en 1703, que les Ottomans ont conclu à Karlowitz en 1699 une paix difficile, au terme d'une guerre épuisante, et la Porte ne souhaite pas reprendre les hostilités. L'alliance turque, qui, de collaboration militaire, s'était donc muée en alliance de revers au XVIIe siècle, connaît au XVIIIe siècle un nouvel avatar. Œuvre de l'abbé de Bernice, le renversement des alliances, qui rapproche en 1756 la maison de France de celle des Habsbourg, Louis XV de Marie-Thérèse, met un terme au conflit séculaire qui opposait en Europe ces deux dynasties. Ce faisant, elle sape les calculs stratégiques qui avaient été à l'origine même du rapprochement franco-ottoman. Toutefois, depuis plusieurs décennies déjà, le contenu politique de la relation s'est insensiblement modifié. L'alliance turque demeure au XVIIIe siècle une des pièces maîtresses du dispositif diplomatique de la France en Europe. L'accueil réservé aux ambassadeurs ottomans, Yirmi Sekiz, Mehmed Efendi et Saïd Effendi, en 1721 et 1741-1742, dans une débauche d'honneur et de festivité, témoigne de la solidité du lien au XVIIIe siècle. Mais la Porte n'est plus la puissance d'autrefois.
Sur le théâtre oriental, elle subit les assauts des Autrichiens et bientôt des Russes. La question d'Orient se pose désormais aux cours européennes. Elle s'interroge sur l'avenir de l'Empire ottoman et discute pour certaines d'entre elles de son partage. Les progrès de ces puissances inquiètent Versailles. Non seulement leur conquête pourrait bouleverser les équilibres européens, mais elle risquerait aussi de menacer la présence française dans le Levant et les intérêts qu'elle représente. Dans les guerres qui opposent au XVIIIe siècle la porte à ses ambitieux voisins, la France reste officiellement neutre, tout en lui emportant un soutien diffus. La Cour s'efforce ainsi de prévenir les conflits par sa diplomatie. Elle cherche aussi à leur mettre un terme en proposant sa médiation. Le marquis de Villeneuve, ambassadeur à Constantinople, est l'un des artisans de la paix de Belgrade en 1739, qui permet au sultan de se dégager de la lutte qu'il oppose aux Autrichiens, tout en récupérant Belgrade et ses environs, que ceux-ci occupaient depuis une vingtaine d'années. Versailles assiste aussi les Ottomans dans les combats. Durant la guerre russo-turque de 1768-1774, des bâtiments français assurent le ravitaillement de Constantinople, dont les Russes cherchent à faire le blocus. Une assistance technique est aussi fournie à la porte. Le baron de Toth, consul de France en Crimée, supervise la mise en défense des détroits et la réorganisation de l'artillerie qui les protège. À la fin des années 1770, Vergennes, devenu secrétaire d'État des Affaires étrangères, après avoir été longtemps ambassadeur à Constantinople, fait de la protection de l'Empire ottoman l'une des maximes de sa politique. Et on assiste là à un complet renversement donc des équilibres entre la porte et la France. À l'origine, c'était le sultan qui protégeait la France, et désormais, à la fin du XVIIIe siècle, c'est la France qui se donne la mission de protéger l'Empire ottoman. Cela passe, cette protection, par des pressions diplomatiques, exercées par exemple sur l'empereur Joseph II pour qu'il renonce à s'allier aux Russes contre les Turcs. Cela implique aussi, à la toute fin de l'Ancien Régime, un renforcement du soutien militaire accordé à la porte. Autour de Choiseul-Gouffier, ambassadeur à Constantinople, gravite une petite mission militaire qui rassemble soldats de carrière et ingénieurs œuvrant à la modernisation de l'armée et de la marine ottomane, au renforcement des fortifications des principales places de l'Empire. Pourtant, en 1788, lorsque les Turcs, inquiets d'une agression russe, entrent en guerre contre Catherine II, la France n'intervient plus. Vergennes est mort et l'opinion publique française penche en faveur de Catherine II. Versailles croit même nécessaire de rappeler ses instructeurs et conseillers militaires qu'elle avait déployés quelques années auparavant. Le conflit tourne vite au désavantage des Ottomans. L'Empire est finalement sauvé par l'intervention diplomatique de l'Angleterre et surtout par les débuts de la Révolution française qui retient bientôt toute l'attention des Autrichiens et des Russes. L'épée de Svitchov en 1791 et de Jassy en 1792 rétablissent entre les Russes et les Ottomans le statu quo ante. La décision prise en 1788 de ne pas intervenir dans le conflit constitue une remise en cause de la politique suivie par la France au Levant durant le XVIIIe siècle. La mort de Vergennes, farouche adversaire du partage de l'Empire ottoman, a laissé en quelque sorte le champ libre à ceux qui en défendent l'idée en France, comme le voyageur Volney, revenu avec un regard très critique sur les réalités du monde ottoman. Les Français se sont laissés séduire par la tsarine, amie des philosophes. Incontestablement, ce retour de l'opinion et l'action des partisans d'un dépeçage de l'Empire ottoman ouvrent la voie à la toute fin de l'Ancien Régime, avec 10 ans d'avance, à l'expédition d'Égypte. Je vous remercie de votre attention. Je remercie beaucoup Jérôme Poumared de cet exposé qui déjà nous a montré, et ce n'est pas fini, combien les choses évoluaient avec le temps, combien les configurations, les rapports de force se transformaient. Je rappelle que Jérôme Poumared a publié il y a quelque temps Pour en finir avec la croisade, où il aborde beaucoup d'aspects des relations franco-ottomanes, entre autres, et il
termine, je crois, la préparation d'une histoire des relations franco-ottomanes qu'il mène jusqu'au XVIIIe siècle. Voilà, jusqu'à l'expédition d'Égypte, en fait. Jusqu'à l'expédition d'Égypte et dont nous attendons donc la publication. La séance de ce matin est terminée. La première partie, comme vous l'avez constaté, était politique, diplomatique, militaire. La seconde partie de la matinée sera économique, commerciale et culturelle.